Les podcasts de La Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenu les 11 et 12 avril 2026. Bonne écoute. Du coup, si vous êtes toutes et toutes prêts, on va pouvoir commencer. Vous m'entendez bien ? Ok, super. Donc déjà, merci à tous et toutes de vous nous avoir rejoints et rejointes pour cette table ronde consacrée à la place des femmes dans les médias indépendants. Aujourd'hui, nous allons explorer les spécificités de ces journalistes et nous poser quelques-unes des questions suivantes. En quoi la pratique des femmes journalistes indépendantes diffère-t-elle de celle de leurs collègues en poste ? Quelle place occupent-elles réellement au sein des médias indépendants ? Sont-elles davantage exposées à des discriminations qui les entravent, limitent ou les précarisent dans l'exercice de leur métier ? Et grande question dans les médias indépendants, et pour quelle rémunération ? Pour approfondir ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Apolline Banzin. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis journaliste culture et cofondatrice d'un nouveau média qui s'appelle Problématique. Voilà, si vous voulez, après, on pourra se retrouver sur notre stand. On existe depuis 1 mois. Arielle Monte. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis membre du CA de Prenons la Une, qui est une association qui milite pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et l'égalité dans les rédactions. Et je suis journaliste pigiste. Et Elsa Gambin. Oui, bonjour, moi je suis journaliste indépendante ou pigiste, c'est la même chose, depuis une dizaine d'années. Voilà, je faisais un autre métier avant. Et du coup, on va commencer aussi avec quelques chiffres pour un petit état des lieux rapide avant de démarrer aux questions. C'est compliqué d'avoir des chiffres précis et connus sur le nombre de journalistes indépendantes et en particulier indépendantes. Déjà parce que le terme n'est pas clair pour tout le monde au sein des journalistes. On dispose toutefois des données de la CCIJP, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, pour celles et ceux qui ne seraient pas journalistes dans la salle. Le constat, il est frappant. Si les femmes, elles sont majoritaires lors des premières demandes de carte de presse, environ à 51%, elles sont moins nombreuses ensuite lors des renouvellements. Donc, il y a des femmes qui s'en vont, qui n'ont plus la carte de presse. Pour quelles raisons, on ne le sait pas. Est-ce que c'est parce qu'elles quittent tout simplement la profession, ou est-ce que c'est parce que leur niveau de rémunération, ou parce que les conditions font qu'elles ne sont plus éligibles à avoir la carte de presse. Souvent, peut-être parce qu'elles ne gagnent pas assez ou parce qu'elles peuvent être contraintes de prendre une activité complémentaire qui font qu'elles ne sont plus à 51% des revenus issus du journalisme. Et donc, la précarité, c'est la précarité que vivent de nombreuses femmes, et en particulier les femmes journalistes indépendantes, ne peuvent les pousser à claquer la porte pour une plus grande stabilité, en partie financière. Globalement, 25% des journalistes sont rémunérés à la pige, donc sont rémunérés à la mission. Ce mode de rémunération, faut le savoir, il est devenu la norme pour les nouveaux et les nouvelles entrantes. Et la pige, c'est un mode de rémunération qui est plus précaire, avec des revenus beaucoup plus faibles. Et les femmes sont majoritaires dans les rémunérations à la pige. Donc, dans le statut le plus précaire du journalisme, on est plus nombreuses. Et on est plus nombreuses du coup à être journalistes indépendantes. Un auteur et une autrice chercheurs, Jean-Marie Charon et Adénora Pijolet, qui ont publié un bouquin qui s'appelle Hier journaliste, qui s'intéresse aux journalistes qui ont quitté la profession, établissent que 22% des pigistes vivent sous le seuil de pauvreté, donc gagnent moins de 1 057 € par mois. Et sachant que ces chiffres ne sont que la partie émergés de l'iceberg, puisqu'ils ignorent la situation de toutes celles et ceux, et en particulier de toutes celles qui n'ont pas la carte de presse, parce qu'elles travaillent pour des médias non reconnus, parce qu'elles ne gagnent pas assez, ou parce qu'elles sont encore une fois contraintes d'avoir une activité à côté. C'est aussi souvent les femmes, on le verra, les plus désenchantées, celles qui dénoncent avec le plus de vigueur les faillites déontologiques de ce métier et les discriminations de genre systémiques qu'elles vivent, sans évidemment parler des violences sexistes et sexuelles qu'elles sont aussi bien plus nombreuses à vivre dans l'exercice de leur métier. Je précise enfin, avant de commencer, que nous parlons des femmes dans leur ensemble. Cette réalité, elle est encore plus brutale pour les femmes journalistes racisées, pour les femmes queer ou pour les personnes en situation de handicap. Et nous n'hésiterons pas au cours de cet échange à évoquer, s'il est nécessaire, la situation des personnes trans et non-binaires dans ce milieu,
pour continuer de garder une approche intersectionnelle. Et pour terminer les présentations, je suis Zoé Quenebrock, je suis aussi journaliste indépendante et je suis également membre du pôle formation de l'association Prenons la Une comme Ariel. Et donc ma première question s'adresse à toutes les trois. Comment fait-on le choix de se lancer dans le journalisme indépendant quand on est une femme? Et pour vous, Apolline, comment fait-on le choix de lancer son média indépendant? Merci pour l'entrée en matière. Bienvenue chez nous. J'ai presque envie de vous demander, genre, comment ça va? Trêve de diversion. Alors, comment on se lance? Je vais revenir tout simplement, moi, très rapidement sur mon parcours avant de parler de problématiques. Mais oui, moi, j'ai beaucoup esquivé la question du journalisme parce que je redoutais la précarité. En fait, au final, en passant pas forcément par le circuit d'une école, en étant à la pige depuis, au final, le moment où j'ai commencé, en ayant eu un projet associatif pendant très longtemps. Je me suis maintenue effectivement dans un parcours du coup atypique et donc précaire, mais qui m'a aussi apporté effectivement. C'est pas quelque chose que je recommande pour la stabilité économique. Après, pour le côté formation. Débrouillardise, je sais aussi ce que ça a pu m'apporter de non-exposition aussi à peut-être certaines violences qu'ont pu subir beaucoup de personnes dans des rédactions. Mais donc aujourd'hui, comment on se lance? C'est plutôt peut-être comment on persévère en dépit de tout ce que tu as pu exposer. Moi, je pense qu'on se pense très régulièrement, ça peut peut-être être intéressant de le poser dès le début, très régulièrement, là, la question de pourquoi on continue, comment on continue, est-ce que ça vaut pas la peine aussi parfois de s'arrêter, prendre une pause. On a lancé Problématique avec Aria Meroni et Léane Alestra parce qu'on sent qu'il y a une urgence à avoir un espace à nous et à parler de sujets qui ne trouveront pas leur place ailleurs. On arrive de parcours différents. Léane est plutôt des études de genre et a créé effectivement son propre média avant qui s'appelait Mécréante. On s'est rencontrés dans mon précédent média où elle avait déjà son parcours de vulgarisation et on a mis en commun des choses autour du journalisme. Aria Meroni est plutôt du militantisme et avec un intérêt pour la presse très fort depuis longtemps. Donc déjà, on se lance aussi en étant trois parcours où il y a un lien avec les médias, mais plus ou moins fort, plus ou moins un lien avec l'écosystème des médias, ce qui est un enjeu un peu de mise en route. Et en même temps, moi, justement, dans mon parcours, ce que j'ai appris avant, c'est que des gens qui ont aussi des perspectives très intéressantes ne sont pas forcément des personnes qui sont des journalistes professionnels, mais qui savent aussi produire des points de vue spécifiques. Et nous, c'est ça qui nous donne envie aujourd'hui de collaborer avec aussi bien des journalistes qui ont des points de vue et des propositions comme Elsa, qui nous a donné un article pour soutenir le lancement de Problématiques qui était très intéressant sur la domination adulte et que je vous recommande chaudement. Merci. Grave, il a beaucoup trouvé son public et il faut le dire. Mais aussi, on veut travailler avec des personnes qui font de la recherche ou qui sont militantes qui ont des pratiques d'écriture. Donc déjà, on se situe à un endroit qui ressemble à nos parcours. Qui répond à un moment très spécifique. Et c'est pour ça qu'on le fait et qu'on espère que ça va marcher. On a aussi un peu d'expérience toutes, ce qui nous permet de nous lancer en ayant, certes, des compétences de journalisme ou d'essayiste, mais aussi des compétences sur du développement de projet. Et ça, c'est clairement, si quelqu'un devait se lancer aujourd'hui dans cette salle sur un projet de type création de médias, en fait, je pense qu'il faut avoir effectivement plusieurs cordes à son arc pour l'envisager sans aller droit dans le mur aujourd'hui, parce que c'est extrêmement dur selon les ressources qu'on a ou qu'on n'a pas, de ne pas, d'avoir uniquement sa plume pour réussir à lancer un média aujourd'hui. J'espère que je réponds à ta question. Je pense que c'est déjà assez long. On reviendra sur la suite après. Ouais, carrément. Est-ce que sur comment on se lance et comment on se maintient, comme l'a très bien précisé Apolline, Elsa ou Ariel, vous voulez préciser quelque chose?
Comment on se lance? Moi, j'étais travailleuse sociale avant, donc la précarité m'effrayait pas trop, pour le coup. D'ailleurs, je suis même moins précaire maintenant, paradoxalement, que quand j'étais travailleuse sociale. Donc pas d'école non plus, hein, comme Apolline, plus de la moitié des journalistes, enfin la moitié des journalistes en France n'ont pas fait d'école de journalisme, hein, quand même, je reprécise. C'est malheureusement quelque chose qui tend. Il y a une diplomation de plus en plus Ouais. grande Hélas. des premiers entrants, Ouais. mais encore aujourd'hui, il y a une majorité de journalistes qui n'ont pas fait d'école. Ouais. Donc, il faut le savoir, pour celles et ceux qui veulent se lancer, il n'est pas trop tard. Voilà, et donc on se lance. Moi, quand je suis rentrée dans le journalisme après de la sociologie, vous savez, c'est le truc que tout le monde fait et qui sert à rien, mais qui sert à tout. Du coup, moi, j'ai fait un petit peu de rédaction au début, en CDD. Et d'avoir fait de la rédaction, je me suis dit, bah non, je vais rester indépendante, en fait. Donc, c'était pas une mauvaise expérience. Je pense que c'était hyper formateur. Mais moi, le choix de l'indépendance, c'était vraiment pour être tranquille. Pas économiquement, tu l'as dit, parce que du coup, on n'a jamais le même salaire, mais pour être tranquille en tant que journaliste, en tant que professionnelle, en tant que femme aussi, enfin voilà, pour être peinard, quoi. Donc, on se maintient d'abord parce que l'indépendance, enfin, de mon côté, en tout cas, moi, je vais dire les trucs positifs. On a dit que j'étais la gentille flic. L'indépendance, c'est magique parce que je ne travaille qu'avec des médias qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc déjà, ça, c'est fort. Et surtout, bah, la seule fois les fois où j'ai travaillé en rédaction ou alors où j'allais dans des lieux où il y avait des journalistes de rédaction et notamment des collègues journalistes sportifs, c'est pas bijou quand t'es une femme. Hein. Donc voilà, donc cette indépendance, moi en tout cas, elle m'a permis d'être tranquille. Voilà, puisque je ne croise jamais de collègues, je ne croise même quasi jamais de mes rédacteurs et mes rédactrices en chef. Donc voilà, il y a quand même aussi, je les aime beaucoup si vous m'entendez, c'est pas contre vous, mais en tout cas, voilà, je pense que donc c'est ça qui permet de se maintenir, c'est cette joie-là. Et ce qui permet de se maintenir dans le journalisme indépendant, là qu'on soit femme ou homme, ou peu importe, c'est d'être un pitbull, c'est-à-dire de prendre le mollet de quelqu'un et de jamais le lâcher. Parce que sinon, on arrête l'indépendance. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ariel, tu veux dire quelque chose? Ouais, ce que je voulais ajouter, moi, c'est qu'on parle beaucoup de pige choisie, parce que quand on est pigiste ou journaliste indépendante, on a envie aussi de revendiquer cette liberté, etc. Mais c'est vrai que la vie en rédaction pour les femmes et d'autres personnes minorisées, elle peut être très violente à vivre. Et donc, à quel prix aussi on choisit parfois la pige, c'est aussi en réaction à des violences en rédaction de la part, donc voilà, des violences sexistes et sexuelles, mais aussi le fait d'être spécialisé ou intéressé par des sujets qu'on n'a pas envie de nous confier parce que ce serait jugé trop militant, trop engagé, que ce soit sur des thématiques féministes qui touchent aux droits des femmes, aux droits des hommes, aux droits LGBTQIA+, les questions environnementales, dans certaines rédactions, notamment, alors ici on est peut-être moins, et encore, on pourra en discuter après, dans les médias indépendants, c'est peut-être des thématiques où on est beaucoup plus à l'aise à développer ces questions-là, mais dans des grandes rédactions, ça peut être compliqué, ça l'est de plus en plus, notamment avec la concentration des médias aux mains de grands milliardaires, voilà, avec des lignes éditoriales qui ne sont pas forcément faciles. L'indépendance, oui, elle est choisie, mais voilà, en miroir. Et sans parler de violence, il y a des rédactions qui peuvent être très toxiques. Elles sont toxiques pour beaucoup de gens, tout le monde, hommes et femmes. Mais c'est vrai que quand on est femme, quand on est LGBT, quand on est racisé, on subit quand même de plein fouet beaucoup plus le sexisme, le racisme, l'homophobie, les LGBT-phobies, etc. Donc voilà, ça me paraissait important aussi à souligner. Carrément, on va passer un peu à une deuxième question qu'on a évoquée et qui est un peu fleuve quand on est journaliste indépendant, qui est la question de la pige et de la rémunération. On le sait, c'est des tarifs qui sont parfois très faibles, des modes voilà, cette pige, ce mode de rémunération à la mission, à l'intervention, qui parfois ne correspond pas du tout aux heures de travail mis dans certains articles. Voilà. Et comment est-ce que vous abordez cette question de la pige dans votre travail au quotidien, de la rémunération? Et est-ce que vous avez des conseils, astuces, des choses que vous mettez en place pour essayer d'augmenter un peu ces revenus dans votre activité de journaliste? Large question. Moi, je peux commencer avec la casquette. Effectivement, en médias, je peux parler de ce qui nous traverse. Déjà, pour être très transparente, nous, on s'est lancé, on a réussi un crowdfunding à hauteur de 100 000 € à l'automne
Donc ça nous permet de nous lancer avec un budget, mais on n'a pas 100 000 € net de disposables du tout. Ce qui fait qu'on a défini un budget pige pour le semestre, mais le feuillet est très bas. Il est au minimum de ce que le SPIL recommande, donc le syndicat de la presse indépendante en ligne, 60 € et brut. Donc, à la fois, on sait qu'on respecte quelque chose qui est, qui est fixé de manière conventionnelle à un endroit, mais on sait que c'est pas satisfaisant, notamment si pour des personnes qui font de l'enquête. Et que avoir conscience, c'est des choses dont on a beaucoup discuté en concevant le budget, en se passant auquel les enjeux de c'est quoi monter un média, notamment tout le monde n'a pas forcément conscience des mêmes sujets, et moi c'est vraiment quelque chose dont j'ai beaucoup parlé spontanément parce que ces dernières années on les a vus, les enquêtes sortir sur les médias féministes engagés qui en fait ne traitent pas bien leurs collaboratrices et qui provoquent des désillusions aussi très fortes chez les lecteurs et lectrices. Donc c'est quelque chose qu'on a forcément en tête. Après, du coup, quelle place ça prend et comment on va envisager de travailler là-dessus. Donc déjà, nous, on travaille avec un forfait. Actuellement, on n'est pas salarié non plus encore de problématiques. Donc, de toute façon, il y a quand même un sujet des fonds pour une pérennité globale pour déjà, nous, que le projet puisse être viable au-delà de 2027, qui est un peu notre horizon de type on le fait quoi qu'il arrive. Mais à court terme, c'est quelque chose, je pense, dont on va rediscuter parce que là, on a vu, et c'est quelque chose que moi j'avais déjà pu expérimenter dans un autre cadre, qui est que même si, tout le monde serre la ceinture pour faire un peu des choses bien et qu'on arrive à faire un espace sympa avec quand même peu de moyens. Il y a un truc où avoir trop de papier, avoir beaucoup de papier à éditer quand on n'est pas soi-même stable en tant que, on va dire, entrepreneur, créateur de médias, c'est délétère parce que on se met dans une espèce de roue du hamster. Qui n'est pas bon pour nous, nos propres conditions de travail, mais aussi pour la manière après dont on peut justement avancer sur ces sujets de structuration économique. On est souvent des petites structures où on doit, à la fois on fait notre part d'éditorial, mais aussi la partie développement économique du projet. Donc nous, je dirais à l'heure actuelle que les décisions qu'on a pris, les paramètres, c'est ça. On doit faire un bilan assez vite au bout du premier semestre. Entre nous, on discute quand même énormément de ce que sont nos conditions de travail, nos conventions entre nous aussi pour que justement ce cadre soit respectueux de nous-mêmes. Et sur la partie pige, qu'on arrive justement à augmenter, passer des caps. Et qu'est-ce que ça veut dire après bien traiter des personnes qui nous ressemblent dans des relations de pige? C'est avoir en tête c'est quoi les mauvaises pratiques, les choses dont les gens se plaignent, dans les choses dont nous-mêmes on peut se plaindre. Donc je pense que ce qu'on aspire, moi ce que j'aspire un peu à ce qu'on mette en place, c'est peut-être un nombre de collaborations qui soit peut-être restreint, mais qu'on arrive à mettre en place un bon niveau quand même de relation, de transparence. Mais justement, peut-être que ça passe par travailler avec peu de personnes, mais avoir un lien et avoir un cadre de travail pour ces personnes qui soit correct. Parce que je crois que ça, c'est aussi un des gros enjeux quand on est pigiste, et moi aussi ça m'est arrivé, c'est on propose des sujets, on a l'impression que ça tombe dans le vide, que les gens nous répondent pas, et c'est très décourageant. Et où parfois on se demande, le sujet finit par être traité dans une rédaction et on se dit genre est-ce que ces personnes je sens la respiration à ma droite genre mais c'est vrai, on envoie un sujet et finalement il est traité, et du coup est-ce que l'idée était déjà dans les tuyaux ou est-ce que c'est un vol d'idées? Ça, c'est vraiment hyper douloureux, et on en a vu plein d'idées comme ça. Donc essayer de répondre le plus possible dans un temps raisonnable. Voilà, encore une fois, d'où l'enjeu, moi, de penser ce truc-là en lien avec nous, la structuration en fait du média, parce que on peut pas. Les deux sont liés, je pense, intrinsèquement à notre échelle. Quand on est dans des cas plus classiques de rédaction où des gens ont un poste et ne traitent pas bien leurs collaborateurs extérieurs,
c'est encore autre chose, je crois. La question de la rémunération, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Il y a la SCAM qui a fait une étude, j'ai ma petite anti-sèche, mais qui était en 2019 et qui a été menée sur 1290 journalistes, hommes et femmes confondus. Et c'est assez intéressant parce que donc, ça montre que les femmes, comme postées, en fait, qu'elles soient... Enfin non, là c'est général d'ailleurs, pardon, je reprends. Mais les femmes sont moins souvent permanentes, sont moins souvent en CDI, ont des situations plus précaires. Leurs revenus sont davantage aléatoires par rapport aux hommes. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant comme donnée, c'est qu'elles ont tendance à avoir des activités extra-journalistiques, mais leur motivation est davantage financière que l'intérêt pour une autre activité tout court par rapport à leurs homologues masculins. Ça veut dire qu'il faut aller trouver d'autres sources de revenus. Ça peut passer par la communication, ce qui peut poser des questions en termes parfois de conflits d'intérêts, même si voilà, quand on est journaliste, on essaie de faire les choses de façon intelligente. Donc si certaines personnes doivent travailler dans la communication, elles ne vont pas le faire dans le domaine qu'elles couvrent de façon journalistique. Mais quand on est face peut-être à des situations urgentes ou voilà, une grande précarité, parfois ça peut être très compliqué à vivre pour certaines femmes journalistes. Il y a aussi l'éducation aux médias qui est un grand vivier pour les journalistes. Je pense que celles et ceux qui le font par passion de la transmission. Tu le fais, Zoé, Elsa, peut-être que tu le fais aussi. Mais en même temps, peut-être aussi que ces journalistes auraient juste envie de faire leur sujet et d'être payés à leur juste valeur, même si l'EMI, donc l'éducation aux médias et à l'information, est une mission hyper importante en tant que journaliste. Mais je trouve l'argent pose énormément de questions par rapport à comment on fait notre métier au jour le jour. L'EMI, ça dépend beaucoup des structures, mais on n'est pas du tout sur les mêmes budgets que sur les budgets de la pige. Je ne sais pas, toi, quelle est ton expérience, Elsa de MI de MI et même d'articulation entre le MI et la pige pour les revenus? Alors moi je le fais par choix parce que j'aime pas faire un seul métier, ça m'emmerde un peu, même si j'adore faire du journalisme, donc ça m'embête de faire une seule activité. Donc, et qu'avant, comme j'ai travaillé au social, je travaillais avec des adolescents. Donc là je fais du journalisme face à des adolescents, des adolescentes, c'est super, je suis hyper contente. Là c'est un autre statut, effectivement moi j'ai un statut d'auto-entrepreneuse pour ça. Qui n'est pas trop mal rémunéré à l'heure, mais voilà, c'est des choses très ponctuelles et on va avoir de plus en plus de mal à en faire aussi parce que de toute façon, il y a de moins en moins d'argent, comme un peu partout. Donc, les collèges et les lycées ont de moins en moins cet argent-là. On peut parler d'adage, etc. Enfin voilà, donc ça c'est compliqué. Donc là, moi, je le fais par choix. Sur les autres activités, effectivement, c'est pas le cas de toutes les journalistes indépendantes. Donc, et j'ai d'autres petites activités aussi parallèles. Donc, en tant qu'autrice, voilà, en tant que formatrice occasionnelle en école de travail social. Enfin voilà, des petites choses comme ça, mais qui sont vraiment des choix. Et pour ce qui est des rémunérations dont vous avez parlé, j'ai un grand luxe que n'ont pas beaucoup de consoeurs encore sans doute, c'est de refuser de travailler avec des rédactions qui sous-payent. Voilà, donc Apolline a dit le prix du feuillet tout à l'heure. Donc le feuillet pour nous, c'est la manière dont on est payé. Un feuillet, c'est 1500 signes. 1500 signes, ce qui représente à peu près un tiers de page Word ou LibreOffice, voilà, à peu près. Et donc, on va être payé au feuillet. Effectivement, le minimum, c'est autour de 60 ou 58, je ne sais plus. Enfin bref. En vrai, il y a des médias qui payent en dessous. Et rares sont les médias qui payent au-dessus. Nous, on estime, dans le milieu des journalistes indépendants, des pigistes, qu'un média qui va nous payer correctement au feuillet monterait à 90. Voilà, que là, c'est vraiment correct par rapport à notre travail. Donc moi, je refuse de travailler avec des médias qui me sous-payent. Il y a des médias aussi qui font au forfait, mais des minuscules forfaits. Voilà, que je ne citerai pas là. Des médias féminins, dits féminins. Voilà, donc ça, moi, je le refuse, mais en conscientisant qu'évidemment, il y a plein de jeunes journalistes, notamment, qui arrivent dans le métier et qui ne peuvent pas faire ça, quoi. Pour vous donner à tous, effectivement, pour les personnes qui auraient des questions au regard des tarifs, sachez que depuis quelques années, nous avons, grâce à Nora Bouazouni, qui a beaucoup œuvré pour les droits des pigistes, un site qui s'appelle Paye ta pige, où les tarifs des différents médias sont recensés. Mais avant ça, le site a moins de 10 ans.
si je ne m'abuse, ça doit être 5 ans, quelque chose comme ça. Avant ça, c'est vraiment sinon le Far West en fait. C'est des conventions. Le prix, plus ou moins, les syndicats font des recommandations, mais aucun moyen de vérifier et aucune, surtout, et puis aucune régulation. Enfin, je veux dire, si quelqu'un sous-paye, il n'y a aucune autorité qui vient leur dire genre vous n'avez pas le droit. Voilà, ça c'est toujours aussi intéressant à donner et ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles ce milieu sur lequel c'est un peu terrifiant au tout début quand on arrivait jadis et qu'on n'avait pas cet outil. Enfin, ça reste terrifiant aujourd'hui, mais sans cette transparence, en fait, oui, on s'aperçoit. La discrimination est d'autant plus facile à mettre en œuvre, par exemple, quand on a ce truc de carte de presse versus pas carte de presse, ou en fonction du sujet, ou patati patata, quoi. Je voulais ajouter autre chose par rapport à cette question de la précarité des autres activités. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose quand même, alors même si dans les médias indépendants, les rédactions sont un peu plus conscientes des enjeux de genre, de discrimination, et que les rédactions sont peut-être un peu plus féminisées que dans le reste du paysage médiatique. Le fait que, en tant que pigiste extérieur, femme, et puis après, si on cumule avec une ou deux autres variables, on fasse des propositions à des hommes cisgenres, blancs, hétérosexuels, pour compléter toute l'idée de ma pensée, il y a forcément un décalage entre ce que nous, on va estimer être urgent, être intéressant, et ce qui va être jugé légitime, intéressant, urgent, par ces décideurs. Et ça, c'est vraiment... Après, il n'y a pas de baguette magique. Il y a des rédac-chefs femmes minorisées qui prennent des décisions, des mauvaises décisions, ou à des moments qui passent à côté de sujets. Moi, ça m'est arrivé aussi des fois. Mais le fossé, quand même, je pense, c'est vraiment important. Enfin, moi, je sais pas, je pense à un exemple récent qui m'est arrivé où je pitchais un sujet. Et pour moi, c'était évident qu'il y avait assez d'éléments pour faire un article et que la situation était grave. Mais à moins de faire vraiment une enquête où je pouvais amener quasiment le coupable de la situation de harcèlement à laquelle je m'intéressais, le sujet n'était pas assez solide pour être passé, alors qu'en fait, il y avait énormément d'éléments. Là, en l'occurrence, le fossé, c'est qu'on n'avait pas la même lecture du sujet, en grande partie, quoi. Et des fois, même dans des endroits... on s'entend dire des trucs, t'es comme genre, mais comment ça, c'est pas assez solide, comment ça, il n'y a pas assez d'informations sur ci, sur ça, ou alors, bon, des fois, c'est aussi, ok, cette personne veut parler de ça dans son sujet, ok, est-ce qu'on comprend bien est-ce que ça rentre bien dans la narration, est-ce que l'angle est fit, mais parfois, c'est genre juste à l'étape de la validation. Il y a un fossé. Si je peux faire du coup justement la transition à être dans le sujet, justement au-delà de l'aspect financier, moi voilà, si je dois aussi parler un peu de ma situation, je le constate largement en tant que membre du pôle formation de Prenons la Une. Les médias indépendants sont loin d'être exempts des logiques de discrimination qui traversent tous les médias, sont loin d'être exempts des mauvaises pratiques. Et donc, c'était aussi toute la question de qu'est-ce que dans votre pratique vous pouvez rencontrer au quotidien de mauvais exemples, quelles difficultés vous rencontrez dans vos relations avec les médias en tant que femme journaliste. Voilà, toi, tu évoquais notamment parfois le manque de réponse, ou alors le fait que des sujets qui peuvent paraître évidents d'importance quand on est une femme, on doit surexpliquer de pourquoi en fait ils sont pertinents quand on les explique à des hommes. Et tu l'évoquais en grande particulier les sujets liés au VSS, aux violences sexuelles, où parfois c'est la croix et la bannière pour les convaincre de l'importance et de la nécessité de traiter ces sujets-là. Est-ce que vous avez des choses, ou peut-être toi, Ariel, en tant que membre de Prenons la Une, des choses à dire là-dessus ? Non, nous, à Prenons la Une, on aime beaucoup les chiffres. C'est constitué comme ça, l'association, enfin, quand c'était un collectif, de compter les femmes parce qu'il fallait prouver des ressentis collectifs. Là, je ne parle pas vraiment d'expérience individuelle, mais
Donc voilà, donc on aime compter. C'est vrai que pour être sur le sujet des médias indépendants, on n'a pas de chiffres sur la représentation des femmes dans les médias indépendants, que ce soit dans les productions médiatiques et dans les rédactions. Je lance un appel à qui veut faire cette étude, ça serait super. Mais de manière globale, je pense que les médias indépendants, de toute façon, n'échappent pas à la règle de tous les médias. Et donc je vous renvoie au GMPP, le Global Media Monitoring Project, qui est une vaste étude mondiale sur le genre dans les médias. Et donc c'était la 4e édition en 2025. Là, les chiffres sont très parlants. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, les hommes sont à 75%. Les paroles d'expertise dans les productions médiatiques, donc que ce soit la presse écrite, la télévision, la radio. Ça veut dire que les femmes en général sont alors, je sais plus, je n'arrive plus à trouver mes mots, je suis fatiguée. Bref, c'est la dyslexie. Les femmes, en tout cas, sont témoins ou victimes, mais très peu expertes, porte-parole. Voilà, 75%, vous voyez, le chiffre est très important. Et puis, la question aussi des femmes racisées, elles sont invisibilisées totalement. C'est-à-dire que voilà, il n'y en a pas du tout. Aussi, on peut croire que depuis MeToo, la question des violences de genre est devenue un peu plus majoritaire dans les productions médiatiques. Et ça aussi, en fait, alors c'est vrai que le GMPP, il étudie une journée médiatique. Donc peut-être quand il y a une grosse affaire, il y a une explosion, mais c'est quand même que 2% des productions médiatiques qui sont dédiées aux violences sexistes et sexuelles dans les médias. Donc pareil, c'est assez peu. Donc voilà, tout ça pour dire que dans les médias indépendants, moi j'aimerais qu'on ait aussi ces chiffres pour qu'on se rende compte qu'on a encore du travail à faire, donc d'appeler des femmes pour leur expertise. Ça, il y a le site Les Expertes qui les recense. Il y a aussi les expertes BZH d'ailleurs, on est en Bretagne, donc je le mentionne. Voilà, moi, c'est vraiment des sources que j'utilise quotidiennement dans mon métier de journaliste parce que voilà, je sais que mes confrères et consoeurs, voilà, la profession se féminise, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de femmes dans les médias, donc ça ne veut pas dire que parce qu'on est femme journaliste, on a une pratique journalistique qui met mieux en avant les femmes. C'est aussi je sais pas si c'est un faux ami ou quelque chose comme ça, mais voilà, faut pas se dire ça. Donc voilà, moi j'utilise les expertes notamment. Ça repose beaucoup sur du travail individuel pour l'instant. L'objectif c'est d'attaquer le système entre guillemets. C'est le combat que veut mener Prenons la Une. Mais voilà, bon, je vais juste citer ça parce que je pense que vous aurez des choses à compléter. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait de faire attention à appeler des femmes spécialistes parce que toute femme et féministe qu'on soit, en fait, nous aussi, ça nous demande une gymnastique. Hein, on a grandi dans la même société patriarcale que tout le monde. Du coup, ça ne va pas de soi. Donc, ça demande un effort, en fait, au début. Alors, moins maintenant, hein. Mais ça demande de s'arrêter et de faire attention et de se dire qui c'est que je vais appeler, vers qui je vais me tourner. Ok, je le connais bien, lui, ce sociologue, mais est-ce qu'il n'y a pas un équivalent en femme, etc. Donc ça demande une gymnastique qu'on s'oblige à faire au début et qui vient beaucoup plus facilement par la suite. Mais bon, on n'est pas exemple, nous aussi, de la société dans laquelle on a évidemment grandi et rien à voir. Et pour revenir sur la question des médias indépendants, moi, j'observe que certains de mes sujets, que je vous ai dit en rigolant avant que c'était des sujets de bonnes femmes, mais oui, en fait, je travaille sur la domination des adultes sur les enfants, le travail social, la santé mentale. En gros, on est quand même majoritairement des femmes. Je n'ai pas fait le calcul non plus, mais à travailler sur ces sujets-là. Je crois que, alors là, c'est plutôt sur les sujets faits, sur les sujets, mais que globalement, la place des femmes, là, c'est un rapport de l'ARCOM sur la représentation de la société qui a été publié en 2024, qui montre que globalement les femmes sont montrées principalement dans c'est le cliché, hein, mais c'est la vérité, dans des sujets liés au care. Ouais. Et qu'encore aujourd'hui les femmes sont réduites dans plutôt les sujets dans lesquels elles sont montrées que les sujets qu'elles produisent, mais elles sont réduites aux sujets liés au care. Et en même temps je suis coincée parce que moi sur le travail social par exemple 95% des travailleuses sociales sont des femmes, donc de fait je me retrouve là je me pose pas trop la question de si je vais trouver des femmes en même temps quoi. Mais en tout cas les médias indépendants ont je vais trouver plus de médias indépendants pour publier des sujets un peu pointus. Je m'en suis pas cachée à Problématique non plus, mais ce chouette papier, parce que je le trouve assez chouette quand même, c'est rare que je dise ça de mon travail, mais avait été proposé à un média, un groupe de médias conséquent avec lequel je travaille régulièrement, et un gros média mainstream qui m'a dit que c'était trop radical.
la question de la domination adulte. Donc voilà. Donc les médias indépendants servent aussi et beaucoup à ça, à finalement normaliser et diffuser des sujets que des médias mainstream ne nous prennent pas, quoi. Je suis désolée, je vais devoir faire un peu l'avocate du temps, l'embêteuse, c'est mon rôle. Je voulais essayer d'évoquer quelque chose, une dernière thématique pour essayer de vous laisser un peu la parole dans le public si jamais vous auriez des questions. Et peut-être qu'après, tu peux poursuivre ce que tu voulais dire ensuite sur la question. Mais aujourd'hui, toi, tu lances un média avec des personnes concernées, qui est une forme d'association, de regroupement de personnes. Ariel, tu es membre de Prenons la Une, une association de femmes journalistes. Et donc, dans notre pratique, justement, pour nous aider et pour simplifier notre pratique et pour se renforcer en tant que journaliste indépendante, quelle peut être la place du collectif, quelle que soit sa forme, et comment est-ce que ça peut nous aider, nous, en tant que journalistes indépendantes, justement, à défendre nos droits et défendre notre place aussi. Je pense que le fait qu'on soit là en faisant partie effectivement de ces organisations ou d'initiatives parle pour ce que c'est assez essentiel pour persévérer, pour durer. Enfin, je pense que oui, sinon c'est beaucoup trop. Enfin, moi je trouve que à la fois, pareil, j'apprécie la solitude parfois de pouvoir être dans mon coin, mais si j'avais été 100% solitaire sur toutes les phases de mon parcours, j'aurais arrêté. Enfin, je pense. Oui, moi, au-delà de Prenons la Une, j'ai cofondé un collectif de journalistes qui s'appelle le collectif Les Enflammés. On est 6 journalistes pigistes. Et on est vraiment en soutien, en entraide, on partage nos galères, nos questions déontologiques, les questionnements qu'on peut avoir avec des rédactions en chef. Et ça, c'est essentiel, parce que sinon, on se sent très seul dans le journalisme indépendant. Donc, ouais, assez essentiel. Je reviens des assises de Tours. On a parlé de cette question. Donc, il y a le sociologue Jean-Marie Charon qui a fait un recensement de tous les collectifs de journalistes qui se sont un peu officialisés. Mais je pense qu'il y en a plein qui sont en sous-marin. Elsa, tu vois, tu me parlais d'une conversation que tu as. De groupes informels. Voilà, ouais. C'est un collectif. Et en fait, les femmes aussi sont majoritaires dans ces groupes de journalistes qui sont en général plutôt des journalistes indépendantes. Et ça aussi, on discutait de ça aux assises. Pourquoi les femmes sont majoritaires ? Je pense que voilà, on a un peu dressé le constat de pourquoi c'était essentiel. Et ça participe aussi à cette culture de la sororité, cette culture féministe, qui est en complète opposition de la vision qu'on peut avoir des femmes qui sont des rivales, du journalisme aussi, et notamment de la pige, qui nous pousse à la concurrence. Et nous, on vient répondre à ça en complète opposition. Je trouve que c'est... là, je suis optimiste. Quand je vois ces groupes-là, par rapport à tous ces chiffres qui me dépriment, on arrive à trouver des réponses quand même dans la sororité, dans l'entraide. Elsa, tu veux ajouter quelque chose ? Non, rien. Non, c'est ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup d'entraide dans la pige. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soutien les uns les autres. Et effectivement, si j'aime bien ma solitude, je fais partie d'un groupe informel, du coup, qui est clos, de journalistes où on est une immense majorité de femmes. Et vraiment, on s'aide énormément, mais c'est vraiment avec des contacts, avec est-ce que ce sujet est bon, avec qui je peux le proposer, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu peux relire un article. Enfin voilà, c'est vraiment très dense. Donc il y a cette aide qui est vraiment bienvenue et qui est très très prégnante, je pense, chez les indépendants. Ouais. Et qui peut aussi parfois aider à, encore une fois, à lutter pour nos droits et à... Oui, parce que tu en as toujours qui sont hyper pointus sur le juridique et le législatif. C'est pas du tout mon cas. Mais... Oui, puis je pense à tout le travail, par exemple, que fait Prenons la Une, la JAR et la JL pour les obtentions de cartes de presse pour les personnes trans et pour les journalistes voilés, parce que la SNJ n'a pas mis à jour le logiciel et bug sur quelques paramètres, on va dire de manière sobre. Petite précision pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la JAR, c'est l'association des journalistes antiracistes et racisés, et la JL, l'association des journalistes LGBTQIA+. Et c'est un peu, on est un peu les trois assos copines avec Prenons la Une, pour être tout à fait honnête. Voilà, nous on a fait, peut-être voulez-vous ajouter quelque chose sur le sujet, mais sinon je pense que ce serait bien de
laisser la place pour quelques questions tout en ne débordant pas sur les horaires de nos chers bénévoles du FMI. Je vais peut-être, je ne sais pas si le fil passe, mais faire passer le micro. Ah, merci beaucoup. Et bah parfait, on va faire passer le micro si certains et certaines d'entre vous ont des questions plus précises sur le sujet. Bonjour, c'est pas une question, c'est une observation sur le pourquoi on est pigiste. Je suis journaliste pigiste aussi. Et en tant que femme, le fait d'être pigiste, ça donne aussi un peu plus de liberté quand on a des enfants. Parce qu'on peut écrire, on fait partir une machine à laver, on prépare le repas tout en téléphonant, ce qui est rarement possible en rédaction. Donc ça peut être un choix contraint pour pouvoir être mère et journaliste en même temps. Bonjour, j'ai une question pas forcément très joyeuse du coup à poser, parce que c'est une auquel j'ai pensé. On va pas la prendre du coup. Et du coup ça concerne en fait du coup le milieu du du journalisme en général, qui est comme tous les milieux professionnels et qui a aussi sa part d'agresseur au sein de la profession. Ça a été médiatisé plusieurs fois, enfin voilà, il y a eu PPDA, etc. Et il y en a qui ont été médiatisés, qui ont été après célébrés, je pense Yann Morvan par exemple. Et quand on voit comment des journalistes comme Florence Purcell ont subi le fait de dénoncer, est-ce que en tant que journaliste indépendante, même en tant que membre d'organisation et de médias, c'est des trucs qui vous viennent à l'esprit et que vous parlez entre vous et qui est peut-être même une source d'anxiété, comment j'avais noté, de méfiance, même parfois envers vos collègues, voilà. Nous, à Prenons la Une, on a lancé une cellule d'écoute pour les journalistes victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc ça ne s'adresse pas que aux journalistes pigistes, mais aussi aux journalistes postés, parce que c'est des choses ça fait des signes, donc pardon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais voilà, on a créé cette cellule d'écoute parce que oui, c'est des sujets importants qui doivent être pris en compte. Peut-être Elsa ou Apolline, je vous laisse répondre sur le côté terrain. Non, parce que moi, c'est ce que j'ai dit au début. En fait, je ne vois pas mes collègues, je ne croise pas de collègues, donc c'est aussi une solution facile et une bonne solution de ce côté-là, par contre. Après, il peut y avoir, par exemple, aux Assises de Tours, il y avait un collectif de journalistes qui s'appelle Les Ronces, qui travaillent sur l'agriculture. Elles racontaient qu'elles peuvent être victimes d'agressions sur le terrain, de pression. J'ai pas cité des chiffres, mais j'aurais pu vous raconter sur le cyberharcèlement, où les femmes ont 27 fois plus de risques d'être victimes de cyberharcèlement quand elles sont journalistes que leurs homologues masculins. Donc toutes ces questions-là, elles sont là, c'est juste qu'on n'a pas le temps de les traiter. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, pour en parler. Et comme ça, je rebondis pour commenter un peu et je vais conclure. Malheureusement, on est désolé, mais il y a monsieur de l'organisation qui est venu me voir pour me faire signe de clôturer, pour être tout à fait honnête. Mais sur le cyberharcèlement, encore une fois, si je rebondis, quand on est journaliste indépendant, on est seul et parfois on n'a pas nécessairement les soutiens de nos rédactions si ça peut nous arriver. Et après, pour compléter sur la question des agressions, il y a plein de questions et parfois aussi les contraintes quand on sait que certains médias indépendants locaux avec lesquels on travaille sont pas forcément safe, mais si c'est le plus gros pourvoyeur d'enquête et de travail local, est-ce qu'on visibilise une affaire qui est importante ou est-ce qu'on choisit pour des raisons idéologiques de pas travailler avec des médias dans lesquels il y a des agresseurs ou pas travailler avec les médias qui respectent pas le droit du travail? Mais du coup, on se prive de visibiliser des enquêtes qui auraient besoin de l'être. Donc, c'est toute une question à laquelle c'est parfois compliqué de répondre. Donc, voilà, sur cette question, sur ce commentaire en demi-teinte, on va conclure du coup cette discussion. Je remercie mes trois intervenantes pour leurs interventions très intéressantes, très pertinentes. Et voilà, n'hésitez pas à soutenir encore une fois les médias indépendants. Si vous le pouvez aussi, à soutenir... et pas nécessairement Prenons la Une d'ailleurs, mais des assos qui viennent aider aussi les femmes journalistes, les journalistes indépendants. Soutenez les médias indépendants qui couvrent des thématiques importantes, en particulier en vue de 2027 et de tout l'argent qui va être mis dans les médias de droite et d'extrême droite. Donc allez soutenir, mettre de l'argent dans les médias qui contre ces lignes édito-là, c'est important.
Voilà, problématique notamment qui s'inscrit là-dedans. Moi, si tu veux, j'ai un truc à ajouter. Effectivement, vous, en tant que consommateur d'informations, lectrice, regardez qui écrit les articles qui vous touchent. Et si vous êtes touché par un article, par un livre, dites-le. Parce que ça aussi, c'est ce qui fait tenir, c'est les retours des lecteurs et lectrices. Enfin, savoir que notre travail... Bon, ça change pas le monde peut-être tout de suite, mais que ça a déjà fait exister des choses qui sont tabous, permet de sortir de l'isolement, vous donne juste la pêche sur une journée qui n'était pas terrible, c'est bien. Enfin, nous, ça nous permet de continuer d'avancer. Certains journalistes comme Elsa qui travaillent que avec des médias, qui fait très attention aux médias avec lesquels elle travaille, vous savez que si vous voyez un média d'Elsa et que vous regardez les médias pour lesquels Elsa bosse, normalement, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire sur le traitement médiatique. Voilà. Merci à tous. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur lapaillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.